Une collègue un jour qui me dit Jean-Yves, est-ce que tu connais notre littérature? Je dis non. Ben, tu sais, il y a des gens, des tweets poètes, qui font de la poésie dans Twitter. Ah bon? Et elle dit, moi-même, je fais de la littérature. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, moi, j'écris un roman dans Twitter. Ah, et comment tu fais? Eh bien, elle dit, tous les jours, j'écris un petit fragment d'histoire qui n'a jamais plus de 140 caractères. Alors là, je trouvais ça vraiment formidable, et ça rappelait, au fond, mais en minuscule, vous voyez bien, cette ancienne pratique des écrivains qui publiaient dans les journaux, autrefois, des romans en feuilleton. Et je trouvais, dans cette façon de renouer avec quelque chose que la littérature avait un peu déclassé, une certaine forme fixe. Et puisque 140 caractères était un espace minuscule, il n'était pas question pour nous d'essayer d'émuler Proust, en quelque manière que ce soit. Non, faisons de la littérature dans Twitter, utilisant tout l'appareillage de la rhétorique classique, y compris la métaphore, la métonymie, la synecdoque, sans compter les allitérations. Il serait de bon ton d'utiliser Twitter comme un asocial, c'est-à-dire comme un poète, en faisant, dans un tout petit cadre de 140 caractères, des textes poétiques qui auraient exactement 140 caractères pile poil. Ce que je fis. Et ce faisant, j'ai fait de belles découvertes dans Twitter aussi. Entre autres, un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Leblanc et qui publie sous un pseudonyme étrange, 140. Là, vous voyez, le programme est déjà tracé. Et l'écriture de Jean-Michel Leblanc est à ce point inédite et remarquable qu'en moins de 140 caractères, il raconte toujours une belle histoire avec un ou deux personnages et selon un modèle structural qui ferait l'envie de tous ceux qui ont étudié Greimas à l'époque, avec une situation initiale, un événement perturbateur et une chute, et tout ça en moins de 140 caractères. Ceci révélait au fond le fait que la langue française, puisque c'était notre terrain d'expression, la langue française ne faisait que renouer avec l'ancienne pratique, au fond, qui était la sienne. Qu'on songe aux proverbes, qu'on songe à l'aphorisme, qu'on songe à la portègle, qu'on songe à l'équation mathématique, qu'on songe aux pensées, tiens, aux pensées de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis mais frais. C'est joli, non? Et il y a du sens là-dedans. Et ça fait moins de 140 caractères. Alors si on en ajoutait un peu plus, on serait donc capable d'extraire de ce médium laïque une espèce de prosodie engagée qui pourrait, elle, explorer, je dirais, toutes les variantes et toute la richesse de l'âme humaine en se faisant twittérateur. Et si jamais vous arrivez de consulter les phrases ou les petits textes ou les tweets ou les gazouillis, comme on aime bien dire au Québec, des twittérateurs, vous verriez que le fil de l'écriture, j'allais dire, il est teinté de cette pureté de la langue. Il n'y a pas ces signes kabbalistiques comme le arrobase, le hashtag, le retweet ou le http etc. Non, il n'y a que des mots. Des mots qui évoquent à la fois l'intelligence de la langue et cette spécificité vécue par l'imaginaire de chacun des scripteurs. Bon, tout ceci peut paraître un peu alambiqué, hein? Je m'égare. Mais quand je voyais que dans le travail même des twittérateurs, il y avait là, mais en tout petit, en tout concis, des modèles d'excellence qui pourraient servir aux élèves, alors là, je me suis dit, on tient quelque chose d'intéressant.
La littérature n'est plus qu'une coquetterie d'esprit branché. La littérature pourrait devenir un outil pédagogique. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer une enseignante qui travaille avec des élèves de secondaire 5, Annie Côté, pour ne pas la nommer, qui a un étrange nom dans Twitter, qui s'appelle Annie Rikiki. Alors Annie Rikiki propose à ses élèves un défi. Elle leur dit, écoutez, aujourd'hui vous allez me rédiger en moins de 140 caractères, ou mieux, en 140 caractères pile, l'essence même de votre signe astrologique. Et voici que des élèves se mettent à la tâche. Et alors, ils écrivent un premier jet. Ils n'y arrivent pas, ça fait 145, 146, ou d'autres arrêtent à 138. Mais non, mais puisqu'il s'agit, dans ce nouveau jeu numérique d'écriture, de tomber pile sur 140, ils font quelque chose que leur professeur aurait toujours voulu qu'ils fissent, à savoir ouvrir le dictionnaire des synonymes et essayer de trouver un équivalent pour un mot de 8 lettres qui maintenant n'en aurait que 4. Et alors, on a été fasciné par cette espèce de piste que les élèves même nous suggéraient en disant, vous savez, si on utilise les nouvelles technologies, particulièrement les médias sociaux dont Twitter fait partie, dans un point de vue qui soit celui du plaisir, donc l'aspect ludique, qui soit celui du défi aussi, parce qu'écrire ce n'est pas simple, en essayant de fusionner ces deux éléments, on obtiendrait peut-être une tweet pédagogie qui marquerait en tout cas qui indiquerait une espèce de ligne de conduite pour quiconque essaierait de dire comment peut-on intéresser encore nos élèves à l'écriture à l'ère des médias sociaux. Ce n'est très certainement pas en leur disant vous ne pouvez plus tweeter en classe, mais plutôt en leur disant vous devez tweeter en classe. Et si possible, si vous avez vos iPhones, tweeter en autobus. Vous pouvez faire vos devoirs en autobus et surtout tweeter à la maison. Mais ça posait aussi un tas de défis. Twitter n'est pas parfait. Ça a été fait par des Américains. Et les Québécois. Et surtout, ça n'avait pas été fait par des pédagogues. Et alors, dans cet institut de littérature comparée que j'ai cofondé avec Jean-Michel Leblanc de Bordeaux, on a proposé au ministère de l'Éducation du Québec une piste de recherche qui consisterait à bien observer le travail des élèves en classe et voir comment ils fonctionnent, et à faire l'inventaire de tous les irritants. Pour ne vous en nommer que quelques-uns, c'est tout ce que Twitter est un espace public. Certains parents prudents répugnent à y voir circuler leurs tout jeunes enfants sans aucun filet de sécurité, sans protection des données nominatives, et on comprend pourquoi. Et aussi, Twitter ne permet pas de gérer les tweets d'une classe, par exemple. On peut certes faire des listes, mais ça devient compliqué. Alors ce que le ministère nous a demandé, il nous a dit, mais quelles seraient les conditions d'existence d'une pédagogie inspirée de Twitter et qui permettrait de donner aux professeurs un outil qui aille suggérer aux élèves tous les avantages pédagogiques du Web 2.0, c'est-à-dire la participation, la collaboration, la diffusion simultanée et la co-construction des connaissances dont vous allez vraisemblablement nous parler tout à l'heure. Alors, dans l'état actuel des choses, au moment où je vous parle, nous venons de terminer la phase 1 de la création de ce logiciel qu'on a le plus simplement du monde appelé TweetText. Et nous espérons que notre ministère, d'autres partenaires pourraient venir poursuivre cette aventure en nous disant, il serait intéressant de raffiner davantage et de faire en sorte que cet outil que les élèves ont aimé, certains levaient même la main et disaient « Madame,
Quand est-ce qu'on va faire du Twitter? C'est bien ça. J'ai enseigné pendant 35 ans et je n'avais vu personne dire « Monsieur, quand est-ce qu'on fait la grammaire ?» Alors, tout ça pour dire que je crois que nous sommes sur une bonne piste. Les outils nouveaux numériques, que ce soit parce qu'ils permettent d'avoir des accès à une connaissance partagée et co-construite, ce qui nous permet de faire des corpus rapidement, des corpus locaux. Je pense ici à tout ce que l'Afrique a à nous apprendre. Chaque kilomètre carré est un puits de connaissances. Alors il faut mettre les gens au travail et faire en sorte que tout ça devienne un grand savoir qui soit partagé et qui permette de nous enrichir, collectivement. Et en français. Et je terminerai en vous disant ceci. La littérature est une petite aventure qui gagne du galon, ma foi. La preuve, c'est qu'ironiquement, voulant contester l'existence du papier, un éditeur de Québec s'est intéressé à ce corpus de littérature pour faire démarrer chez lui une nouvelle collection qui s'appelle Littérature. Mon objectif, c'est de permettre à tous ces gens qui ont fait un vœu formel. Autrefois, on entrait en religion en faisant des vœux. Maintenant, on peut aussi entrer en littérature en faisant un vœu de dire nous n'écrirons qu'en 140 caractères et nous ne serons pas démunis pour autant. Renouer avec cette très ancienne pratique des formes fixes. Et vous savez, si on prend 140 et qu'on le divise par 10, nous obtenons 14. 14. C'est le nombre de vers dans un sonnet. Et c'est aussi le nombre de syllabes dans un sonnet classique espagnol, dans un vers classique espagnol. Alors, si vous permettez, je vais vous lire 3 tweets. Mais si vous publiez à une grande vitesse dans Twitter, vos abonnés le savent-ils que c'est toujours le même soliloque que vous poursuivez? Les étoiles portaient des plaies béantes. Nous les fixions dans nos lunettes et ne pouvions nous empêcher de penser que l'univers souffrait. Et enfin, il forgeait des phrases fameuses, il tâtait du paradoxe et de l'antithèse. L'amitié, c'est ce qui arrive quand on est distrait en amour.